Être une femme et mener sa carrière. Pourquoi aujourd'hui des femmes renoncent à leur carrière? Aujourd'hui, je vous parle du livre de Céline Alix, Merci mais non merci, qui a étudié ce phénomène des femmes qui abandonnent une carrière en pleine progression et vers quoi elles se tournent. C'est parti! Bonjour, je suis Caroline Drouard, coach des femmes actrices de leur vie et créatrice du blog Bien-être en cours. J'accompagne les femmes qui ne savent plus qui elles sont à prendre conscience de leur potentiel et à reprendre le pouvoir sur leur vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous juste en dessous sur la petite cloche pour recevoir vos conseils, techniques et astuces pour reprendre votre vie en main. Alors aujourd'hui, je vous parle du livre Merci mais non merci de Céline Alix. Alors ce livre m'a réellement enthousiasmée au fur et à mesure de sa lecture car il a amené des réponses à des questions que je me posais comme est-ce que je manque d'ambition ? Pourquoi je n'ai pas envie de ce pouvoir que tant de monde recherche quand on a un poste à responsabilité et pourquoi je me sens prise tout le temps, j'ai cette sensation d'être tout le temps prise en étau entre mon devoir professionnel et mon devoir de mère. Quelques mots sur l'auteur. Céline Alix est avocate. Elle a travaillé dans de grands cabinets en France, à Londres, aux États-Unis. Et à un moment, lasse de son rythme de travail et après réflexion en se disant qu'elle n'allait pas tenir comme ça pendant encore de nombreuses années, elle a décidé de mettre fin à sa carrière d'avocate dans ses cabinets et elle a créé son activité de traductrice juridique. Donc là, ça fait un petit moment qu'elle a créé son activité et elle pensait être un ovni, un alien dans sa profession ou dans ce choix de renoncement de carrière. Et puis elle s'est aperçue qu'il y avait d'autres femmes diplômées elles aussi, pas forcément avocates, mais qui avaient des professions prestigieuses et qui elles aussi abandonnaient leur carrière pour se tourner vers autre chose, en tout cas un métier dans le même domaine, mais sous une autre forme. Elle a donc mené son enquête auprès de femmes qui avaient tout et qui choisissaient quand même de quitter ce système. Et à travers ça, elle a voulu montrer qu'il s'agissait de choix de vie, de travailler autrement et non pas de renoncer ou d'échec professionnel. Alors, son ouvrage est divisé en deux parties. Une première partie où elle analyse toutes les causes qui amènent ces femmes à faire ces choix, alors que tant de femmes se sont battues justement pour que toutes les femmes puissent avoir accès à ce type de profession, des professions prestigieuses. Donc on va parler un peu féminisme. La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée à la mise en place d'un nouveau modèle professionnel, justement une nouvelle ère, une ère du féminin, une ère du 21e siècle, où justement la femme prend sa place et crée sa place. Donc tout d'abord, elle resitue ce que ces femmes ont en commun, ce qu'elle a étudié, c'est-à-dire des femmes qui ont toutes fait des études supérieures, qui ont toutes intégré des professions prestigieuses et traditionnellement masculines et qui ont toutes gravi les échelons dans leur carrière. Donc ces femmes, tout d'abord, sont issues d'une génération à laquelle j'appartiens. Donc elles sont nées entre le milieu des années 60 et le début des années 80. Alors oui, l'auteur nous parle du féminisme parce que ça a une place très importante pour comprendre ce qui amène cette génération de femmes à faire ce choix de quitter sa carrière. Petit rappel historique. Première vague du féminisme, début 19e jusqu'aux années 30-40, les droits civils et les droits civiques. Deuxième vague du féminisme dans les années 60, c'est la lutte contre le patriarcat et on va dire l'égalité professionnelle. Un réajustement social pour les femmes. Troisième vague féministe dans les années 90 et là c'est tout ce qui est lutte contre le harcèlement moral et sexuel. Ces trois vagues de féminisme concernaient la lutte pour que les femmes aient les mêmes droits dont les hommes disposaient déjà. En fait, ces femmes sont issues de toutes ces vagues féministes. Donc elles ont l'influence de leur mère qui les exhorte à l'indépendance financière, ce pourquoi elles ont lutté, en tout cas toutes ces luttes qu'elles ont vécues dans leurs années, et donc elles exhortent leurs filles à aller plus loin et à continuer cette lutte en accédant à l'ensemble du monde du travail et de ses professions. Et surtout, elles rendent leurs filles autonomes, ce qui était jusque-là réservé aux garçons. Et avec cette troisième vague qui arrive pendant leur vie adulte, eh bien, il y a une injonction à tout avoir. Le boulot et les aspirations maternelles. Et surtout, elles ont un autre modèle, le modèle du père. Le père qui leur dit « Vas-y ma fille, tu peux le faire ». Et des pères qui ont parfois de belles situations et qui les exhortent à suivre leurs traces et à faire aussi bien qu'eux.
Et souvent, pour acquérir cette indépendance financière qu'on leur dit qu'elles doivent acquérir, elles vont se tourner vers des professions traditionnellement masculines. Et c'est là que ça commence à se gâter. Dans ces professions traditionnellement masculines, les hommes acceptent, plus ou moins de bonne volonté, d'y laisser entrer les femmes, mais avec leurs codes et leurs règles. Alors les femmes s'y glissent, elles essayent de s'y faire une place, elles prennent les usages en place, elles essayent du coup de se couler dans le moule. Mais ce sont des anciens codes. Oui, là je vous parle des hautes sphères, des sphères traditionnelles, prestigieuses, masculines, où on parle d'intrigue, de politique, de stratégie, d'intimidation, de cooptation. Et tout ça, c'est pas vraiment lié aux compétences. Alors il y a beaucoup de vantardises, de gens qui se coupent la parole et qui laissent pas parler les autres. Et puis, le culte du présentéisme. La course à celui qui fera le plus d'heures. Du coup, les hommes pouvaient se permettre cette course à qui reste le plus tard, qui vient tous les week-ends, qui travaille la nuit. Sauf qu'avec l'arrivée sur le marché du travail de toutes les femmes, la question se pose. Si les femmes travaillent aussi, qui gère la sphère domestique ? Et cette culture du présentéisme, ça a été une sacrée source de stress entre le désir d'être efficace professionnellement et des heures perdues à juste être présente. Dans les couples de cette génération, l'arrivée des enfants, ça a été un choc. Qui va s'occuper des enfants ? Oui, une femme qui travaille, c'est une femme qui n'est pas à la maison et qui ne s'occupe pas de gérer la maison et qui ne s'occupe pas de gérer les enfants. Alors il y a des solutions qui ont été trouvées pour les femmes. Des 4/5e, partir à 18h, bénéficier plus de vacances scolaires. En fait, les femmes, elles n'y ont rien gagné. Elles ont juste eu une baisse de salaire, mais elles devaient travailler tout autant. Et en plus, elles avaient la pression de devoir être des mères parfaites. Parce que dans les années 80, ce qui est arrivé aussi, c'est qu'on a commencé à se rendre compte que le développement de l'enfant était complexe. Et donc ces femmes qui avaient suivi des études supérieures, qui appartenaient aux classes moyennes ou supérieures, c'était des cibles idéales pour des experts en développement de l'enfant, car ces mères voulaient apporter ce qu'il y avait de mieux à leurs enfants. Et donc ces femmes, j'en fais partie, cette génération à laquelle j'appartiens, on a subi de plein fouet. Et en plus, on était des cibles idéales pour toute cette nouvelle complexité du développement de l'enfant. Face à des experts qui nous disaient ce qu'il fallait faire, à quoi il fallait faire attention, on s'est pris ça de plein fouet et une nouvelle pression supplémentaire pour élever des enfants parfaits. Et ça, nos mères n'avaient pas à s'en occuper. Il y a 30 ans, 40 ans, on ne parlait pas de l'estime de soi de l'enfant. Et donc, à l'arrivée de l'enfant dans un couple, les femmes sont beaucoup plus impactées que les hommes. Leur carrière est beaucoup plus impactée et puis elles ne s'attendaient pas au sentiment et à la sensation de devoir être partout. Et puis surtout, vers 30-40 ans, la pression devient encore plus intense parce qu'on doit non seulement être des mères parfaites, mais en plus, on doit être de grandes professionnelles puisqu'on a progressé dans notre profession. Et donc, on doit faire à la maison comme si notre boulot n'existait pas et au boulot comme si nos enfants n'existaient pas. D'après l'auteur, d'après Céline Alix, ces femmes avaient 3 sortes de modèles. Le modèle ambigu, donc celui de la mère qui les exhorte à aller plus loin qu'elle. Le modèle irréaliste du père qui lui dit « vas-y, tu peux faire aussi bien que moi », mais qui est complètement inconscient des difficultés auxquelles se sont heurtées leurs filles. Et le modèle extrême, la femme plus homme que les hommes, hyper masculinisée, c'est vraiment un modèle masculin dominant, mais qui n'est ni enviable ni tenable. À ce moment-là, les modèles de femmes qu'elles avaient à la tête des directions, c'était soit le modèle de la femme plus homme que les hommes, qui était plutôt qui manquait de solidarité et voire hostile envers les autres femmes, parce qu'elle s'était fait sa place et du coup elle avait lutté pour ça. Elle s'était concentrée sur sa propre intégration et d'ailleurs c'était un besoin au début, effectivement, c'était des femmes pionnières. Donc ça a commencé par ça. Et puis, il y avait un autre modèle aussi, le modèle de la superwoman. La nana qui réussit tout et qui a tout, qui est une mère parfaite et une super grande professionnelle. Sauf que ça, c'est un modèle inatteignable. Et du coup, ça fait fuir les femmes. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, l'auteur nous parle du nouveau modèle professionnel et de comment il est possible de réussir sa vie professionnelle sans renoncer à ses autres vies. C'est ça qu'on veut. Et là, elle nous parle des différences entre ce qui se passe aux États-Unis, les femmes américaines et les femmes françaises.
Aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes qui ont des professions prestigieuses et des super carrières et qui choisissent d'y renoncer. Et on appelle ce phénomène l'opt-out, l'opting out. Donc ce sont des femmes qui renoncent à leur carrière et qui rentrent à la maison s'occuper des enfants. Mais ça, c'est pas ce que veulent les Françaises. Elles vont pas rentrer à la maison s'occuper des enfants. Elles veulent pas développer leur entreprise sur ce qu'on appelle le style mompreneur, à développer un modèle en lien avec les enfants. Elles sont pas non plus en train de développer, ces femmes-là, d'entrepreneuriat surféminisé, mais elles sont en train de créer leur propre activité. Les Françaises, dans ce sens, font acte de rupture, de réinvention d'un nouveau modèle professionnel. Et c'est là qu'on est dans une nouvelle avancée du féminisme, et c'est pour ça que je vous reparle du féminisme, parce que je trouve ça énorme. C'est vraiment l'effet de la 4e vague. On est dans une vague où on assiste à une affirmation des choix de vie féminins. On est dans un nouveau progrès, une nouvelle avancée. Et ça me réconcilie bien avec le féminisme, parce que jusqu'à présent, je ne m'y retrouvais pas dans le féminisme. En fait, le but premier du féminisme, c'est d'offrir la même situation aux femmes que celle qu'ont les hommes. Seulement, si la situation de base ne nous plaît pas, c'est ça le problème. L'égalité femmes-hommes, ok, c'est bien, l'égalité des droits. Seulement, moi, j'ai pas envie de la même situation, et c'est là où je suis d'accord avec l'auteur. Cette situation de base n'est pas enviable. Les femmes ne veulent pas la même chose. Elles veulent plus. Elles veulent être actrices de leur vie. Tiens, ça me fait penser à un blog, le blog des femmes actrices de leur vie. Ah bah oui, c'est mon blog, Bien-être en cours. Pour que les femmes se sentent plus à l'aise dans le monde du travail, il y a eu des lois qui ont été prises, des quotas pour équilibrer le nombre de femmes et le nombre d'hommes dans le monde du travail. Il y a un gros travail qui a été fait sur la féminisation du travail, le fait de s'attaquer aux stéréotypes, aux comportements. Mais c'est long, c'est difficile de faire changer les mentalités. Alors ces femmes qui ont choisi de renoncer à leur carrière et de créer leur propre modèle, eh bien, elles ouvrent une 3e voie, une nouvelle voie. Et c'est là qu'émerge la sororité. Alors moi, j'adore. Je parle souvent de sororité et donc je ne peux qu'adhérer à ce que dit l'auteur. En fait, elle nous resitue un peu le contexte et l'évolution des relations entre les femmes. Est-ce que vous connaissez le syndrome de la Schtroumpfette ? En fait, la Schtroumpfette, c'est la femme qui est arrivée la première et qui était toute seule dans ce monde d'hommes. Elle s'est fait sa place et puis du coup, elle y est bien. Et elle a eu du mal à laisser arriver d'autres femmes. C'est ça le syndrome de la Schtroumpfette. Et c'est normal, c'était une pionnière. Mais ça a évolué. Donc avant, on voyait les relations entre femmes comme toxiques. On les voyait comme des rivales. Et donc, il y avait pas mal de films comme ça dans les années 80-90, Working Girl. Et puis après, il y a eu le diable s'habille en Prada. Donc, on voyait des femmes, beaucoup de jalousie, de rivalité. Et puis d'ailleurs, ça excitait bien aussi l'imaginaire des hommes de voir des femmes s'écharper. Depuis les années 2010, on a d'autres images, d'autres films aussi, comme Numéro 1. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était un super film français. Late Night, Scandale. Voilà, ce sont des choses que cite l'auteur. Et là, on voit des femmes qui s'entraident. C'est le développement de la sororité. Les femmes s'entraident. Il n'y a plus de droit d'aînesse. Il n'y a plus de hiérarchie. Et ça correspond aussi, cette nouvelle vague, depuis les années 2010, à ce partage de la nouvelle génération, cet activisme sur les réseaux sociaux pour dénoncer les actes de sexisme et de misogynie. Alors ces femmes, elles veulent créer une 3e voie d'émancipation, de libération des femmes vis-à-vis de leur travail. Et qu'est-ce qu'elles veulent à travers cette voie ? Elles veulent exercer leur métier comme elles l'entendent. Ce nouveau modèle de travail, c'est l'idée que le travail peut se réaliser dans la liberté. Elles veulent pouvoir fractionner leur temps de travail. Elles veulent pouvoir travailler de n'importe où. Et elles veulent pouvoir alterner les moments professionnels et les moments perso. Parce qu'une des grosses frustrations professionnelles quand on veut être une mère parfaite et être efficace dans son job, et qu'on a un sentiment parfois d'enfermement, d'emprisonnement, parce qu'on ne peut pas s'organiser comme on veut, et qu'on aimerait pouvoir intégrer dans notre journée de travail des pauses pour pouvoir faire des choses perso. Et du coup, on est enfermé dans cette organisation qu'on n'a pas choisie, et du coup, on a ce sentiment d'être à la hauteur ni à la maison, ni au boulot. Donc oui, ce que veulent les femmes, c'est s'épanouir dans toute leur vie. Elles veulent travailler, mais elles veulent aussi passer du temps avec leurs enfants. Bon, on est d'accord, pas tout notre temps. Ni même la moitié, c'est un petit peu trop. On veut des poches d'air dans l'emploi du temps professionnel.
Alors quand elles quittent leur carrière, qu'est-ce qu'elles font ces femmes? Elles créent leur propre emploi, avec leurs propres règles. Et souvent, elles prennent un statut d'indépendante. Leur credo, apporter de la valeur et en même temps être présente pour ce qui est important pour soi. Quid de l'ambition là-dedans? Bien les femmes, parfois c'est bizarre. En fait, il y a des femmes qui vont vraiment se contenter d'une promotion juste parce qu'elles sont reconnues. Elles vont même pas chercher à gagner plus parce que ça leur fait déjà du bien d'être reconnues professionnellement. Et il y a de nombreuses femmes qui veulent pas gagner plus. Elles veulent simplement gagner suffisamment et faire ce qui est important pour elles. Elles recherchent des relations de travail différentes, plus en cohésion, en collaboration, et elles sont beaucoup dans la transmission. Parce que finalement, elles se sont rendues compte que les pratiques agressives, conflictuelles, l'attaque, la riposte, ça a un coût émotionnel, un coût financier, et c'est d'un autre âge. Finalement, elles sont beaucoup plus à l'aise avec une approche plus franche, plus ouverte, plus collaborative. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans ce livre. Je m'y suis retrouvée à chaque instant, même si j'ai pas eu le même type de profession, même si j'ai pas eu la sensation d'avoir eu ces exhortations. En tout cas, j'ai l'impression que c'était ancré dans tout mon passé. Et donc, je me retrouve beaucoup dans ce côté quatrième vague féministe, ouverture à la sororité, fédération de réseaux de femmes et transmission aux femmes, aux plus jeunes générations. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que tout ce que je vous ai raconté sur ce livre vous donne envie? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez la sensation de vous y retrouver? Dites-moi ça en commentaire et À bientôt.